l'époque, je crois que la petite Amy, elle a souffert de la séparation de ses parents. C'en est trop. Amy devient violente. Elle en veut à ce père qu'elle admirait et qui l'abandonne et qui ne reviendra vraiment dans sa vie qu'au moment de ses premiers succès. Elle se réfugie alors dans les bras de sa grand-mère musicienne qui a su déceler en Amy un vrai talent de chanteuse. Elle l'inscrit dans différentes écoles d'art et de musique. Mais voilà, à cause de son look et de son sale caractère, Amy se fait renvoyer des 3 plus grandes écoles artistiques de Londres. Petit à petit, toutes les portes se ferment. Amy était juste une rebelle au grand cœur. Elle s'ennuyait facilement. Elle avait beaucoup de talent. Elle savait très bien ce qu'elle allait faire et n'avait pas envie qu'on lui donne des leçons. Elle n'a pas ressenti le besoin d'être disciplinée ou éduquée d'une façon stricte et formelle. Elle était un peu peste et rebelle. Mais encore une fois, ça faisait partie de son charme. Amy ne respecte pas les règles. Elle porte du maquillage, elle se coiffe comme elle veut. Elle a commencé à mettre un trait d'eyeliner très fin qui est devenu de plus en plus gros. Je pense qu'elle a toujours été une rebelle. Elle est née rebelle. Aujourd'hui, la Brit School est très fière de ses étudiants qui connaissent un succès mondial. Alors, on parle de gens comme Leona Lewis, Adele, comme des exemples. Mais en fait, c'est définitivement Amy qui a tout révolutionné. Elle avait une grand-mère notamment qui l'a introduit à la musique, qui était dans les milieux du jazz, qui était sortie avec Ronnie Scott et qui l'encourageait. C'est elle qui avait encouragé Amy Winehouse à chanter, à aller dans ses écoles d'art pour artistes. Ce n'est qu'au moment où elle est à la Brit School qu'il y a des gens qui se disent qu'il faut exploiter massivement son talent. C'est là qu'elle se révèle. J'ai parlé à des gens qui sont dans cette école avec elle et qui me disaient qu'elle était blagueuse, moqueuse. Et si parfois les profs ne la supportaient plus, ils ne faisaient plus aucun reproche quand elle ouvrait la bouche pour chanter. Tout le monde savait qu'elle était une star et qu'elle en deviendrait une. C'est l'époque des premiers joints et des premiers tatouages, dont une pin-up sur le bras droit en hommage à sa grand-mère. C'est à ce moment qu'elle rencontre Sam Shaker, un Égyptien qui vient de racheter à Bob Marley le pub Jazz After Dark. Musicien et peintre, Sam Shaker y a installé une petite scène où se produisent de jeunes artistes. Un soir, Amy Winehouse tente de franchir la porte sans payer. Elle n'a alors que 16 ans, ils vont devenir comme père et fille. Elle est venue un lundi soir, il n'y avait pas grand monde. L'entrée était à 3 livres et elle voulait entrer sans payer. Je lui ai dit, c'est 3 livres pour entrer. Et elle me répond, j'ai pas d'argent et il n'y a personne dans ton bar. Bon. Je lui ai dit, rentre, tu me rembourseras demain. Et au bout de 5 minutes, elle revient me voir et demande, je peux chanter avec le groupe ? Je lui dis, mais tu sais chanter ? Elle me répond, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et là, elle se met à chanter. Waouh, c'était incroyable. Elle était meilleure que la fille que j'avais engagée et payée pour la soirée. Elle était merveilleuse. Mais pourquoi, malgré les compliments, Amy est-elle malheureuse? Il faut dire que lorsqu'elle se balade dans les rues de Londres et qu'elle se fait bousculer par de jeunes filles sexy, elle est convaincue d'être grosse et moche. Oh, la première fois que je l'ai vue, c'était en 2005, quand elle était vraiment plus ronde. Je l'ai trouvée belle. Elle était resplendissante. Elle se battait contre son poids. C'était une obsession. Elle pouvait être très obsessionnelle. Amy était obsédée par le sport et venait tous les jours pendant 2 heures. Elle arrivait à perdre du poids. Elle n'était pas jolie. Il y a des femmes jolies, belles, magnifiques. Je pense qu'Amy, elle avait du chien. Elle était fascinante. Quand je regarde son visage, je me demande toujours à quoi elle aurait pu ressembler sans maquillage. Et je me dis qu'elle devait avoir une tête de petite fille. Elle a toujours pensé qu'elle n'était pas belle. Elle se trouvait moche. Mais elle ne l'était pas. Mais elle avait ce problème de confiance en elle. Moi qui suis peintre, je voyais bien qu'elle était jolie, qu'elle était mignonne. Elle avait tout d'une star internationale.
Pas très belle, mais avec une voix et du chien. À 17 ans, elle signe un contrat avec Island Records, la maison de disques de U2. À 20 ans, elle sort son premier album, Frank, qui est enregistré ici, au studio Premise. C'est Simon Fuller, l'inventeur anglais de la nouvelle star et le créateur des Spice Girls, qui devient son manager. Il se dit bluffé par son talent. En Angleterre, elle est consacrée chanteuse de l'année. Et l'album est certifié double album de platine. Les ventes s'envolent. Mais son succès n'arrive pas encore en France. Amy n'est alors qu'une fille sans histoire. Elle n'est pas encore la chanteuse junkie et dépravée qui deviendra une star. Mais le succès ne la change pas. Elle s'installe ici, à Camden. Elle ne le sait pas encore, mais c'est ici qu'elle rencontrera Blake Fielder Civil, celui qui va changer son destin. Mais pour le moment, elle profite de son quartier, dont elle est devenue la coqueluche. Voilà, alors ici on est à Camden, je voulais te montrer un truc. Il y a ce petit crêpier qui a l'air de rien comme ça. Voilà, il vend des crêpes, c'est un petit commerce français. Alors c'est un peu le quartier où ça bouge, il y a des touristes, il y a des gens qui viennent un petit peu partout. Mais derrière ça, pour te montrer un petit peu que Amy Winehouse c'est l'icône de Camden, viens voir. Voilà. Il y a le tableau ici qui a été peint par le commerçant français. Il a fait ça il y a 2 ans en hommage à Amy. Et il paraît que Amy Winehouse elle-même l'a vu. Amy n'a pas choisi ce quartier par hasard. Si elle habite dans un coin un peu plus chic où ses voisins s'appellent Kate Moss ou Jude Law, Camden est un quartier populaire où la journée les touristes font leur shopping et la nuit les dealers font leur business. L'endroit idéal pour Amy. Le truc, c'est que maintenant, tu vois, en journée, c'est sympa, il y a des touristes, il y a de l'animation, mais les bords du canal, le soir, tu as des dealers, des bandes. La police essaie toujours de contrôler un petit peu ça. C'est pas net comme quartier, ça a l'air sympa maintenant, parce que c'est animé, on est en journée, mais parfois, le soir, c'est juste un peu glauque. Il faut aller dans les arrières-rues, il faut aller dans les petits parcs. Alors, ils sont chassés par la police, mais les junkies sont là. C'est l'envers du décor. Il y a la côté carte postale, il y a les bus rouges, les touristes, les boutiques de vêtements, le joli petit canal. Et puis derrière, il y a aussi le vice, la drogue, l'alcool, enfin tout ça. Mais l'autre spécialité d'Amy Winehouse à Camden, c'est de faire la tournée des bars, des endroits devenus cultes aujourd'hui. Voilà, là on arrive au pub le plus célèbre de Camden, simplement parce que c'était le pub de prédilection d'Amy Winehouse. C'est l'endroit où elle aimait rester la nuit, où elle faisait DJ, où il fermait le pub spécialement pour elle, après les horaires de fermeture, là qu'elle avait ses amis. Ce pub-là d'ailleurs a brûlé partiellement pendant le fameux incendie de Camden. Et Amy Winehouse attendait sa réouverture. Donc ça c'est vraiment un des lieux de pèlerinage. D'ailleurs, dès le soir de la mort d'Amy Winehouse, on a vu aussi les premières gerbes de fleurs ici, les premières bougies. C'est vraiment un des lieux où l'âme d'Amy à Camden est incarnée. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des photos d'elle à l'intérieur. Si la photo d'Amy trône dans ce bar, il est loin d'être le seul à afficher la star entre 2 bouteilles de whisky. Car Amy était la reine des bars de Camden. Elle commençait ses soirées ici, au Good Mixer, vers 21h. Puis, vers 23h, elle allait un tout petit peu plus loin, ici, au Sensei Bar. Pour finir, elle arrivait vers minuit au Made in Brazil, un bar qui restait parfois ouvert toute la nuit, rien que pour elle. Ouais, elle venait ici très souvent, c'était une habituée, même avant d'être célèbre. Et quand elle est devenue connue, elle a continué de venir. Pas seulement Made in Brazil, mais dans tous les bars de la rue. Quand elle venait ici, elle buvait des verres, elle parlait avec les gens. Et quand on fermait le bar, elle restait quand même. C'était vraiment une fille sympa. Après sa tournée des bars, Amy rentrait chez elle, titubante, comme chaque soir. Alors pourquoi se saoulait-elle autant? Par désespoir ou tradition? Les Anglais, c'est un peu spécial. Bon, c'est quand même le pays du binge drinking. C'est le pays où les jeunes Anglais et Anglaises boivent uniquement pour se saouler. C'est-à-dire ne goûtent pas l'alcool. L'idée, c'est de boire le plus vite possible pour être le plus saoul possible en quelques heures. Et ça finit toujours, surtout pour les jeunes femmes, ça finit toujours dans le caniveau, avec des histoires sordides, des histoires de viol, des trucs comme ça. C'est évidemment, c'est dangereux. Avec Amy, c'est pas à 18h qu'on commence à boire, mais plutôt à 13h. Elle était excessive, extrême, beaucoup plus que la plupart des Anglaises. Elle pouvait boire tous les jours, toute la journée. Elle n'avait pas de limite. Elle ne connaissait pas le bouton off.
Aujourd'hui à Camden, on vend même son cocktail préféré. Elle aimait beaucoup les cocktails. Surtout un, avec de la vodka noire et de la vodka blanche. Et quand vous ajoutiez du tonic, le noir venait au-dessus et le tonic en dessous. C'est curieux, mais en Angleterre, on est fiers de nos alcooliques. On aime ces histoires dans lesquelles on voit Kate Moss rentrant chez elle avec une bouteille de whisky à la main. On se dit bravo, elle tient la forme. Alors qu'on devrait penser, mon Dieu, que quelqu'un lui enlève cette bouteille. C'est un lubrifiant bien sûr pour les rapports sociaux, mais il y a vraiment, c'est un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas si on n'est pas ivre ici. En tout cas dans un certain milieu, il faut absolument boire un maximum. Les Anglais sont des grands timides. Boire, ça leur permet d'oser. De nombreux couples vous diront qu'ils ne se seraient pas rencontrés s'ils n'avaient pas été complètement saoul. Et que c'est comme ça qu'ils ont fini au lit ensemble. C'est une idée anglaise de penser que l'alcool récompense votre réussite. Et quand on a beaucoup de succès comme Amy, la récompense devrait être encore plus grosse. On se dit, je ne vais pas seulement prendre un verre, mais je vais prendre 2 bouteilles. Et c'est durant une de ces cuites qu'Amy va rencontrer son destin. Dans un de ces bars, un petit dealer de Camden finit sa partie de billard. C'est une petite frappe qui vivote de ses deals et fait parfois l'assistance sur des tournages de clips. Amy va tomber amoureuse de ce grand garçon maigre. Blake Fielder, c'est un bon à rien. C'est un voyou. C'est un mec qui sert à rien. C'est un glandeur. C'est ce que les Anglais appellent un bad boy. Et un bad boy, pour une Amy Winehouse, c'est séduisant. Amy Winehouse, elle n'est pas du tout attirée par... Elle n'est pas attirée par les yuppies cravatés de la City. Ce qui l'intéresse, c'est des types qui lui renvoient quelque part une image un peu négative aussi d'elle-même. Et Blake, c'est ça, c'est un glandeur, c'est un loser, c'est un mec qui fait rien, c'est un mec qui n'a pas d'avenir, c'est un mec qui s'en fout complètement. Elle tombait vraiment amoureuse, pas forcément de mec très bien. Son ex avant Blake, il a vendu ça au tabloïd, je crois que c'était au News of the World. Amy Winehouse aime se faire prendre au lit, attachée, enfin tu sais, les détails glauques de leur vie sexuelle. Donc elle a été trahie par un ex, ce qui est vraiment pas sympa. Ensuite elle a rencontré Blake. Elle est tombée très très amoureuse de nouveau, mais peut-être de son côté mauvais garçon. Elle s'est fait tatouer son nom sur la poitrine. Et Blake, ouais, c'était vraiment un drôle de type. Il dealait de la drogue, il traînait ici dans Camden. Mais bon, ils étaient fous amoureux tous les deux et c'était une relation, ils l'ont d'ailleurs dit ouvertement, qui était très basée sur la drogue. Si je me souviens bien, ils se croisaient depuis quelques années avant d'être vraiment ensemble. Ils avaient des connaissances communes. C'est quand elle a rompu avec son petit ami qu'ils ont eu une histoire. Après un concert. Tout est parti de là. Alors qu'elle devrait enregistrer un nouvel album, Amy ne se rend plus à sa maison de disques. La petite fille joyeuse semble atteinte par un mal invisible. Pourquoi a-t-elle perdu autant de poids? Pourquoi ce look négligé? Blake l'aurait-il initié à la drogue? Blake, en trouvant l'amour, n'aurait-il pas aussi trouvé sa meilleure cliente? On l'a même traité de gigolo à un moment donné, parce que quand Amy est devenue connue et qu'elle a commencé à gagner beaucoup d'argent, évidemment, il en a profité. Et elle est folle amoureuse de ce type. Folle amoureuse de ce type parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui lui renvoie finalement peu d'affection, étrangement. Il lui renvoie pas grand-chose. Elle n'a pas manqué d'affection, Amy Winehouse. Elle a été aimée dans sa famille. C'est pas ce qu'elle cherche chez un homme. Elle cherche la difficulté, elle cherche le bad boy, j'ai envie de dire, elle cherche presque le mec qui va lui taper dessus, parce qu'il lui tapait dessus. Et puis, il y a eu cette dispute à cause de la drogue, où ils ont perdu le contrôle. Je crois qu'Amy est allée jusqu'à se taillader elle-même. Et Blake, pour la soutenir, s'est coupé aussi. Il existe ces photos des deux sortant de l'hôtel, couverts de sang, avec des coupures partout. La chambre d'hôtel était complètement sans dessus-dessous. Je pense que, comme beaucoup de filles avec une vie simple et tranquille,
Il y a quelque chose d'attirant chez le bad boy. Et Blake, c'est un bad boy. Il est très beau, très rock'n'roll. Mais Amy aime aussi son look. Pas seulement son cœur et son âme, mais aussi la façon dont il s'habille. Dès ce moment-là, le look d'Amy va devenir plus grunge, plus rock'n'roll. L'eyeliner est plus épais, les cheveux plus longs, plus sales. Elle fume des cigarettes à la chaîne, se balade dans Londres avec des chaussures trouées, d'où son orteil dépasse. C'est vraiment là qu'elle entre dans sa période noire. Elle avait fait une overdose, je pense que c'était en plusieurs années avant sa mort. Elle y était passée là déjà. Elle n'était pas forcément très heureuse dans sa relation avec Blake, son ex-mari. C'était vraiment une relation très fort basée sur la drogue. Et les deux, ils s'enfermaient pendant des jours dans des chambres d'hôtel. Ils prenaient de la coke, de l'héroïne, tout y passait. Oui, elle est accro à lui et lui accro à elle. Ils nourrissent ensemble une relation très malsaine. Ils aiment se mettre mal, encouragent les mauvaises habitudes de l'autre. Oui, je pense qu'elle était addicte à lui. S'il lui avait dit saute, elle l'aurait fait. Et en même temps, il est pervers, ce mec. Il est pervers parce que il va utiliser la dépendance de Amy à la drogue. Plus elle est dépendante de la drogue, plus il la tient, plus il la contrôle. Et ça, elle ne s'en rend pas vraiment compte, en fait. C'est qu'il est très responsable de sa descente aux enfers. Il n'a jamais cherché à l'aider à s'en sortir. Jamais. Au contraire, il l'a toujours laissé faire. Et plus elle descendait, plus elle s'affaiblissait, moins elle était capable de résister à l'emprise qu'il avait sur elle. Cet homme, il ne la méritait pas. Il la laissait toujours tomber. Il restait une demi-heure avec elle et après, il allait rejoindre une autre fille. C'est triste. C'est à ce moment-là que Blake part en prison pour quelques semaines. Et au même moment, Pete Doherty, lui, est très content de sortir de prison. Amy est seule et Pete Doherty va en profiter. Good morning, Pete. How was it? Are you glad to be out? I'd just like to say, Duran Braithwaite is innocent. Hello, Mum. Hello, Mr. Savage. Hello, Mr. Perringale. And thank you to Mrs. Latcher for putting me in the company of the most dangerous criminal in this country. Where's my manager? Pete Doherty came to tell me, Sam, please. Pete est venu me voir en me disant « S'il te plaît, présente-moi Amy Winehouse, je veux chanter avec elle. » Je lui ai dit « Pas de problème. » Un soir où Amy était là, je lui ai dit « Pete Doherty aimerait bien te rencontrer. » Il est gentil, laisse-lui une chance. Et elle m'a dit « Sam, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce garçon. Il n'a pas une bonne réputation. » Elle n'a rien dit de plus. Elle a juste dit qu'elle ne l'aimait pas. Une semaine plus tard, Pete Doherty m'appelle au téléphone et me dit « Sam, je viens te voir ce soir à 10h avec une surprise. » 10h, 11h, j'attends, 2h du matin, je ferme mon bar, j'avais bu un peu et je décide de dormir sur place. À 6h du matin, j'entends cogner à la porte. Sam, ouvre la porte. Et là, je vois des flashs de photographes. Je me dis que c'est la police ou qu'il y a quelque chose de grave avec toutes ces caméras. Et j'ouvre la porte et je vois Amy, bras dessous avec Pete Doherty. Amy a donc trouvé son double masculin, tant dans la chanson que dans l'autodestruction. Le mélange des deux, ça c'était explosif. Les deux plus gros drogués de la décennie, en tout cas médiatiquement. Parce qu'on parle de drogués médiatiques ici, il y a probablement plein de stars qui ont des problèmes de drogue tout à fait privés et qui le cachent peut-être très bien. Faut pas oublier ça aussi. Et Pete Doherty en a aussi un peu fait une image de marque. En tout cas, ça a aidé son côté bad boy. Pour lui, ça se passe mal. Il continue de sombrer. Il a des problèmes avec la justice. Et ils ont une amitié, ils ont vaguement traîné ensemble à un moment. Il y avait cette vidéo, on les voyait tous les deux ensemble, là encore. Je crois qu'ils se sont filmés eux-mêmes. Ils faisaient un peu les cons avec eux, des souris, des choses comme ça. Bon, là, c'est les grands drogués qui se retrouvent. Look at the wiggly wibble. Wiggly wibble. Oh my gosh.
Daddy, Daddy. Hey, Bubs. Be very careful with me. Yeah. Call me Amateur. Call me Poser. I love this room. It looks like Johnny Burrell when just got out the bath. This one looks like Willie. Oh, look at the vein. You can see the blood pumping in her body. Hello. Oh my God. Kissy. Blake rompt avec Amy Winehouse. C'est un choc pour elle. Elle est en pleine détresse. Elle s'enfonce de plus en plus et consomme des drogues de plus en plus dures. Ses amis s'inquiètent pour elle et lui demandent d'aller en cure de désintoxication. Elle leur dira non, mais elle en fera un tube. Étiquetée toxicomane. Voilà, elle est dès le départ, parce qu'elle se vend comme ça, parce qu'elle vend dans ce fameux album et avec ce tube mondial qui est Rehab, elle vend sa vie c'est quoi? C'est je suis toxico et ma vie c'est intox, désintox. Voilà, elle vend ça. Est-ce qu'elle a vraiment vendu sa toxicomanie? J'irai pas jusque là, mais en tout cas elle a vendu son attitude, je vous emmerde tous, je fais ce que je veux. Et j'aime, je souffre, et si j'ai envie de me défoncer, je me défonce. Et voilà, ça, c'était son côté rebelle. Donc, alors, c'est un super argument de vente. Hein. Aujourd'hui, c'est trash, il y a tout ce qu'il faut. En plus, elle a la gueule de l'emploi. Ça va fasciner, en fait, les critiques rock qui n'avaient pas vu peut-être depuis la mort de Cobain, depuis Kurt Cobain, un artiste ayant une vraie rock attitude non simulée. Une vraie rock attitude, qui correspondait à la rock attitude des rockstars des années 60-70. John Lennon, il a chanté Cold Turkey. Cold Turkey, ça veut dire dinde froide, c'est l'état dans lequel on sent quand on est en manque. Ou les Stones chantaient Monkey Man, c'est des expressions de drogués, quoi. J'ai le singe sur l'épaule, c'est le manque, bon, voilà. Et ça a été presque un miracle de voir que cette... petite nana avec une choucroute sur la tête, des tatouages pas possibles, des ballerines 50s et tout ça, un look absolument improbable qui devait être quand même très difficile à gérer. Et tout ça a été numéro 1 mondial. Bravo, merveilleux. C'est un miracle pour sa maison de disques qui voit une aubaine dans cette junkie à la voix d'or qui chante sa détresse. Amy va rapporter des millions. Elle n'imaginait pas un tel succès. Prise au piège de son succès, elle ne peut plus vivre la vie qu'elle aime tant à Camden. Plus elle devenait célèbre et plus son disque se vendait bien, plus elle a sombré dans la drogue. Et alors ça devenait public, bien sûr. Elle avait des paparazzis aux trousses. Et donc tous ses problèmes et toutes ses sorties, son look complètement déjanté, Amy Winehouse qui trébuche dans la rue, Amy Winehouse qui a l'air de plus en plus défoncée. Ben, tout ça, ça s'est passé en public sous le regard des caméras. Pour une star. À part l'Angleterre, c'est une drogue très très racaille. Il n'y a qu'en Angleterre, bizarrement, où des gens justement comme Amy Winehouse ou Peter Doherty prennent du crack en France. Par exemple, on verra aucun musicien de rock un peu bobo en prendre, ou même musicien de rock tout court d'ailleurs. C'est vraiment bas de gamme, je dirais. Et dans le monde, c'est pareil, parce que c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, quoi. Ce qui jusqu'ici n'était qu'une rumeur devient donc une réalité. Amy Winehouse passe pour la pire des drogués de l'Angleterre. Mais comment le Sun s'est-il procuré ce document qui tourne en boucle sur Internet? Et qui, dans un moment aussi intime, a tourné la vidéo? Qui a voulu détruire la carrière d'Amy Winehouse? Amy Winehouse était souvent tellement défoncée et maîtrisait pas son environnement. Elle était entourée de gens, comme souvent les stars, tu sais, ils ont une cour autour, et puis c'était des gens pas nets, tu vois, qui se droguaient aussi, qui voulaient profiter un peu de sa générosité. Et elle maîtrisait pas son environnement, qu'en fait c'était pas très difficile de la filmer, à mon avis, à son insu. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de la voisine d'Amy Winehouse à Camden, le mannequin Kate Moss. Kate Moss, par exemple, on savait depuis longtemps que c'était une fêtarde, qu'elle essayait ceci, cela. Mais dès qu'il y a eu la photo, on a eu la preuve qu'elle prenait quelque chose qui semblait être de la cocaïne. L'image de Kate Moss, c'était une image de fille saine, lisse, voilà, de magazine, papier glacé. Et on découvre une fille qui, les cheveux dans la poudre, est en train de renifler de la cocaïne à plein nez. Ça le fait pas du tout. Je pense que Kate Moss est particulière. Au début, pendant les 6 premiers mois, on a cru que sa carrière était finie. Elle avait plus de contrat,
Sa prise de drogue avait été ultra médiatisée. Et l'année d'après, elle gagne encore plus d'argent. Ça lui a pas fait de tort. Tout comme l'alcool, la tolérance à la drogue fait partie de la tradition en Angleterre. C'est même devenu le terrain idéal pour le commerce de drogue créée chimiquement. Alors voilà, on est ici en plein Soho, quartier de sortie, où à quelques pas d'ici, eh bien, on peut acheter ces nouvelles drogues légales, non encore classifiées et non interdites par la police. Et vous allez voir, que l'on soit inconnu ou célèbre, on peut facilement se procurer 1 gramme pour moins de 30 €. Démonstration. Hi, do you have some Madcap, please? How much is it? Is it strong? But it's legal, no? En Angleterre, dans les années 70, par exemple, à un moment, c'était permis. C'est-à-dire, il y avait une pharmacie à Piccadilly qui délivrait l'héroïne anglaise, de bonne qualité, tout ça, sous ordonnance. Il fallait se faire déclarer comme toxicomane. Et donc, il y a beaucoup de musiciens qui l'ont fait. Je me dis, bon, et voilà. Voilà le résultat. Si de nos jours les drogues chimiques sont à la pointe, nos amis les stars ont toujours été les premières à tester les nouvelles substances. Même bien avant le rock, on peut parler du jazz, du blues, tout ce qu'on voudra. Je veux dire, on a l'impression qu'à chaque style de musique a correspondu une drogue en fait. Je veux dire, au rock psychédélique, c'était l'acide. Je veux dire, bon, la techno, c'était l'ecstasy. Je veux dire, bon, le punk rock et les modes anglais des 60s, c'était les amphétamines. Je veux dire, bon, le rock un peu décadent, c'est l'héroïne. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu le jazz, bebop et tout ça, les grandes figures, Charlie Parker, John Coltrane, qui en voudra, c'était l'héroïne. Donc ça fait partie du truc. Pendant ce temps, la vie d'Amy Winehouse continue de lui échapper. En octobre 2009, Blake demande le divorce. Au même moment, son père l'apprend. C'est l'occasion idéale pour réapparaître dans la vie de sa fille. Il la convainc même de s'installer chez lui. Peu de temps après, il utilise le prétexte de la toxicomanie d'Amy pour la mettre sous tutelle et se retrouve ainsi à la tête de 15 millions d'euros qu'elle a touchés pour ses ventes de l'album Back to Black en 2008. Si Mitch met la main sur le magot, c'est aussi pour éviter qu'au moment du divorce, Blake empoche la moitié de l'argent. Il dit à Amy « L'argent n'ira pas à Blake et je te le rendrai une fois le divorce prononcé ». Il ne le fera jamais. Et aujourd'hui, il se trouve à la tête d'une fortune de 9 millions d'euros. Car à l'époque, il devient le seul ayant droit de sa fille, mais aussi son manager. D'ailleurs, il n'hésite pas à inaugurer devant la presse internationale la statue de cire d'Amy Winehouse, sans qu'elle ne soit présente. C'est même lui qui donne les interviews à sa place. Il en profite aussi pour sortir un album, son rêve de toujours. Et la notoriété de sa fille, la célébrité de sa fille, ben, il veut bien en prendre sa petite part à lui, sa petite part du gâteau. Et comme il est plutôt amusant, qu'il est plutôt bon client, les journalistes vont s'intéresser aussi à lui. Ce qui fait que tout doucement, il va faire quoi? Il va tout doucement laisser son taxi, il va le garer en fait, et il va décider de se remettre à la chanson et à la musique. Quelqu'un de cynique dirait que Mitch est intéressé que par l'argent. C'est vrai qu'il a été ébloui. Il a été ébloui par les projecteurs, par la notoriété mondiale de sa fille, et je crois qu'il voulait sa petite part du gâteau, et il a eu sa petite part du gâteau. Maintenant que l'argent tombe aussi dans son portefeuille, Mitch compte bien faire remonter Amy sur scène. Pour cela, il doit la guérir de ses addictions et la sauver de ses démons. Alors il l'emmène ici, à 6815 km de Londres, à Sainte-Lucie, une petite île des Caraïbes. Amy est heureuse, épanouie et sobre. Retour à Londres, où Mitch fait rencontrer à sa fille le gendre idéal, Reg Travis. Amy en fait son nouveau petit ami. Il ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas, et il impose à Amy une nouvelle conduite. Elle s'exécute, mais en réalité, c'est pour donner le change. Et tout le monde tombe dans le panneau. Car en vérité, Amy est toujours éperdument amoureuse de son Blake. J'ai dit à Amy, je suis tellement content pour toi. Content que tu sois avec Reg. Tu as enfin trouvé un garçon bien. Il est gentil, intelligent. Il est gentil. Et là, elle me dit, Sam, ferme ta gueule. Je suis en train de parler avec Blake au téléphone. Elle est donc définitivement accro à Blake, même si lui a tourné la page. Il vit désormais avec Sarah Aspin, qui lui donne bientôt un fils, Jack. Quand Amy apprend que Sarah est enceinte de l'homme qu'elle aime le plus au monde, elle se réfugie définitivement dans la drogue et l'alcool. Elle ne supporte pas que Blake appartienne à une autre. Et finalement, même être son amie serait plus tolérable que son absence.
Abandonnée par Blake, abandonnée par son père qui est parti aux États-Unis pour faire la promo de son disque, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même sur scène. Car pour les promoteurs de ses tournées, le spectacle doit continuer. On l'a mise sur scène certains soirs, alors qu'on aurait dû la mettre ou dans son lit ou à l'hôpital. Donc il y a eu un vrai, quand même, il y a eu une vraie exploitation quand même au niveau des gens de sa maison de disques, en tout cas des gens qui la faisaient tourner, une véritable exploitation du personnage. Je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, la personne qui travaille au Monoprix du coin pour 3 francs 6 sous et tout, je veux dire, bon, elle peut avoir des vomissements, des diarrhées et tout ça. Si elle doit faire son boulot, elle le fait. Sinon, non. Non, là, je veux dire, c'était le boulot d'Amy Winehouse. Je veux dire, de monter sur scène. Je veux dire, il y a des sommes d'argent en jeu énormes. Si elle n'y arrive pas, tant pis pour elle. Là, franchement, et ça me paraît pas. Là, ça me paraît vraiment une sorte d'image d'Épinal, de dire, oh, la pauvre, on la pousse sur scène. Bon, enfin, je veux dire, elle allait chanter devant 30 000 personnes. Il y a pire comme horreur sur Terre, hein. Je veux dire, faut pas y être adulé par les gens. Il y a quand même peur, il y a des gens qui vont à l'usine aussi, hein. Non, je suis pas très... Ça me paraît un peu du romantisme facile de dire ça. Il aurait fallu faire quoi? Genre, écoute ma pauvre chérie, on te laisse te reposer, tant pis, l'assurance paiera les 500 000 €, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, mais de quoi on parle? Nous sommes un mois avant la mort d'Amy Winehouse, et sur son téléviseur londonien, Sam Shaker assiste à un drôle de concert qu'elle donne à Belgrade. Quand je l'ai vue à la télévision, j'étais très inquiet. Mais qui a laissé Amy s'humilier comme ça devant le monde entier? Il y a des gens qui sont venus au bar avec des magazines en me disant « Regarde, regarde ta fille, regarde ton ami. Elle est alcoolique, elle est droguée. » Mais qu'est-ce que c'est injuste. Personne ne sait si elle n'était pas malade. On ne peut pas juger sans essayer de comprendre. Comprendre pourquoi Amy était malheureuse. Et j'ai jamais compris pourquoi on l'a laissée monter sur scène à Belgrade. Regardez ces images étonnantes plébiscitées sur YouTube. Elle n'arrive plus à chanter. Ses fans le font à sa place. Droguée, alcoolique, perdue dans sa carrière comme dans sa vie amoureuse, Amy ne semble plus capable de faire face à son public. Elle devient la risée des tabloïds. Mais que fait Mitch? Et pourquoi la laisse-t-on monter sur scène dans cet état? Quand on sait qu'un chanteur peut être une machine à fric et tout ça, personne n'a envie que la machine à fric se casse, c'est clair. Je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent, mais je veux dire, on peut rien faire, tout simplement. Je veux dire, on peut... évidemment que les familles essayent toujours, je veux dire, bon... Oh, c'est pas un secret, Peter, sa famille l'a fait kidnapper 3 fois pour le forcer à aller en réhabilitation, pour aller décrocher, quoi. Je veux dire, bon, et ça arrive à tous, quoi. Mais je veux dire, si c'est pas une décision personnelle de la personne qui se défonce, je veux dire, il y a rien à faire. C'est une décision personnelle, c'est une démarche personnelle. On peut pas forcer quelqu'un à arrêter la dope, ça n'existe pas. Si tu m'aimes, arrête. Combien de fois on l'a entendu ça? C'est tout aussi idiot que si on disait à quelqu'un, écoute, si tu m'aimes, surtout fais pas de métastases sur ton cancer de la prostate. On est dans des histoires totalement différentes. Mais comme en France, on a toujours trouvé sexy tout ce qui était parapsy, voire psychanalyse des profondeurs, on en a tué et tué des gens de cette façon-là. Simplement parce que c'était plus joli d'oublier que là-haut, le cerveau, certes avec un bel esprit, c'est aussi du sel, du poivre et des cellules. Et des cellules qu'il faut essayer de réparer après des années de drogue. Peut-on alors imaginer que ces images que vous voyez sont celles du dernier concert que donnera Amy Winehouse ?
Après cette pitoyable prestation, Amy s'enferme dans sa maison de Camden pour ne plus en sortir. À l'exception de ce vendredi 22 juillet 2011, pour prendre un café avec Janice, sa mère. Ce jour-là, elle lui dit « N'oublie jamais que je t'aime, maman. Nous sommes la veille de sa mort. » Il est 22 h et au 30 Camden Square, le bruit d'une batterie dérange tout le voisinage. Elle avait acheté une nouvelle batterie qu'elle avait mise chez elle. Et elle en jouait le soir où elle est morte. Et les voisins se sont plaints du bruit. Elle était toute seule. Finalement, le dernier son d'Amy Winehouse ne sera pas sa voix, mais celui de sa batterie. Mais que s'est-il passé? Pourquoi, à 16 h, son garde du corps la découvre morte à 27 ans? Elle qui, depuis quelques semaines, pourtant, était clean et ne buvait plus. Boire et s'arrêter de boire d'un coup, c'est dangereux. Elle était sevrée médicalement, sous surveillance. Mais comme toutes les gamines de 27 ans, elle pense « Oh, ça s'applique pas à moi ». Du genre, moi je continue à fumer et j'attraperai pas de cancer. Elle pensait que ça s'appliquait pas à elle, mais ça s'appliquait à elle. Et je pense que c'est ça qui a créé le choc. Parce qu'on sait que la cause de sa mort, ce ne sont pas les drogues. Elle n'est pas morte de drogue. Enfin, cette nuit-là, c'est probablement pas les drogues qui l'ont tuée. Selon le rapport toxicologique, il n'y a pas de traces de drogue dans son corps. Enfin, pas de drogue illégale. Elle a seulement des traces de médicaments qui étaient censés l'aider à se sevrer de l'alcool. Je crois qu'elle a pété un plomb. Elle est partie boire un verre et ça s'est pas bien mélangé avec ses médicaments. Ça a été le verre de trop et son corps a lâché. Car il faut dire que depuis 2008, Amy se sait très malade, mais essaie de garder le secret. Elle est atteinte d'emphysème pulmonaire, maladie qui ronge les parois élastiques des alvéoles pulmonaires et détruit les poumons petit à petit. On lui diagnostique aussi une grave arythmie cardiaque due à son tabagisme et à son addiction au crack. En 2008, au Daily Mirror, son père déclare que la maladie avait été diagnostiquée assez tôt et que les médecins lui avaient dit d'arrêter les drogues et la cigarette. Sinon, elle pouvait en mourir. Pourquoi Mitch n'a-t-il rien fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas mise sous tutelle à ce moment-là? Et pourquoi Amy, se sachant condamnée, ne lutte-t-elle pas contre ses démons? La veille de sa mort, Reg Travis, son nouveau fiancé, la surprend encore au téléphone avec Blake. Ils rompt violemment. Amy retrouve alors ses vieilles habitudes et noie son chagrin dans l'alcool. Mais sevré depuis peu, son corps ne résiste pas. Il fait beau ce mardi matin-là. C'est ici, sur cette petite colline, que se trouve le cimetière d'Edwardsbury. La famille assiste dans la plus stricte intimité à une courte cérémonie et à une crémation à la demande de la défunte. Mark Ronson, son dernier producteur, est là aussi, tout comme Kelly Osbourne, qui affiche une choucroute blonde comme un dernier clin d'œil, un dernier hommage à son ami disparu trop tôt. Mais lors de cet enterrement, tout le monde a été surpris par l'attitude de Mitch, qui décide en pleine cérémonie de chanter une de ses chansons. Il a fait un discours magnifique aux funérailles. Il a chanté aussi. Je sais que les gens ont trouvé ça bizarre. C'était très intime. Mitch a fait un discours très beau, très émouvant. Il a chanté. On a beaucoup pleuré. Et enterré, le soir même, Mitch invite tout le monde à une fête au Jazz After Dark, où il donne un concert privé. Si Sam Shaker l'accueille les bras ouverts, il est tout de même surpris par l'attitude de Mitch Winehouse. Non, on peut pas dire que c'était une fête. Ils sont venus célébrer sa vie, sa musique. On n'est pas obligé de pleurer. Ils m'avaient appelé le matin même, avant l'enterrement, pour venir le soir. Ne préviens personne, ils ont dit. D'accord. Un hommage pour Amy? C'est un honneur d'accueillir chez moi une soirée d'hommage pour celle que je considérais comme ma fille. J'étais inquiet. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit, on va pas arrêter de pleurer, je ne tiendrai pas debout. J'avais tellement pleuré, tellement peu dormi la nuit d'avant. Mais Mitch m'a pris dans ses bras et m'a dit,
Ne pleure pas, je vais chanter. Et on va célébrer la vie d'Amy. Et puis tout le monde a commencé à danser. Mitch a chanté. C'est un excellent chanteur. Il a chanté toutes les chansons, Frank Sinatra. Un mois après sa mort, sort un duo avec le célèbre crooner Tony Bennett. Duo que son père aussi. Et c'est ça qui nous intéresse. En Angleterre, on ressort l'album Back to Black. Il devient alors l'album le plus vendu depuis les Beatles. C'est plus de 11 millions de ventes dans le monde. Alors forcément, l'album posthume avec des... Amy repose en paix aux côtés de Kurt Cobain, Janis Joplin et autres Jimi Hendrix. Mais à Londres, on s'interroge. Les tabloïds sont à l'affût. Qui sera le prochain sur la liste ? Je ne sais pas. Bonne question. J'aimerais bien écrire cette histoire. Les gens disent toujours « Pete Doherty ne vivra pas vieux ». S'il ne fait rien, c'est possible. Je pense aussi, et là je fais attention à ma façon de vous le dire, je suis toujours très inquiète pour Kate Moss. Je m'inquiète toujours parce qu'elle a cette personnalité très entière. Vous voyez, c'est tout l'un ou tout l'autre. Même si aujourd'hui elle a une fille qui est un garde-fou, il faut quand même faire attention. Kate Moss reste une fêtarde. Robbie Williams aussi, c'est un de ces artistes dont on se dit qu'un jour on va peut-être le retrouver dans une chambre d'hôtel chez lui et qui sera peut-être mort. Alors Robbie Williams, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je crains pour lui. Et si on craint pour lui, c'est surtout à cause du comportement surprenant qu'il a eu en plein direct à la télévision. Il y a un an ou deux sur scène, pour un direct où il avait les yeux vitrés. Dans l'interview après, il était à peine cohérent. Il est clair pour tous les gens qui ont vu ces images qu'il semblait être complètement drogué. Il avait les yeux exorbités, il tenait des propos insensés, même sa voix était mauvaise. People expect people like me to be people you look up to, a role model. You know, and I'm not gonna be. If people are taking drugs, nobody like me can stop them. They're doing drugs because they like them, you know, or it stops their pain, or they're using it recreationally. You know, but I would say if you want to stop, there are things you can do to stop, but, you know, if it's not harming your life, enjoy yourself. Pour beaucoup, sa descente aux enfers viendrait d'une blessure profonde, secrète, une sexualité qu'il n'assume pas. Pour moi, Robbie Williams, il est gay. And I don't know why they say this. They always say this about me. And sometimes it gets very upsetting. Moi, Robbie Williams, je le croisais dans des boîtes gays il y a 10-15 ans, à Queer Nation, à Covent Garden, etc. Et donc, Robbie Williams, on sait qu'il est gay, mais c'est pas officiel. Alors, c'est plus ou moins admis ou pas. Alors, il a des pseudo-girlfriends ou des trucs comme ça. The whole concept of my sexuality or anybody else's sexuality should be treated as a joke. You know, the way that people write about sexuality is a joke. You know, so when it comes to, you know, gay or not gay or bisexual or straight, who gives a, you know, why should that be important? You know, I know where my penis goes. Moi, j'ai pas de preuves, évidemment, mais bon, c'était comme George Michael du temps où il était hétéro, ou Elton John du temps où il se mariait, tu vois. Quand tu penses que pendant des années, on a fait croire que Elton John était hétéro, tu vois, avec un mariage, un truc, alors que c'était, tu vois, une folle flamboyante avec ses plumes, ses trucs. En effet, à cette époque, Elton John n'assume pas son homosexualité et la vie en cachette. Alors, pour supporter cette double vie, il va se réfugier dans la drogue. Elton John a avoué avoir vécu des périodes très difficiles, un passé de toxicomane. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'il est papa, il a adopté, il est marié, il a une vie de famille, une vie de couple, tout ce qu'il y a de plus clean et propre. Il a même été, il est lord maintenant aujourd'hui. Il est invité au mariage de Kate et William, alors que c'était un toxico. Il a dit, je crois qu'il avait une expression assez rigolote, il a dit qu'il s'est enfiler l'équivalent des neiges éternelles au sommet des Alpes et avec ce qui s'était envoyé dans les narines. C'est pour donner une idée à peu près approximative de la quantité de cocaïne qu'il a sniffé. Il y a eu une période où Elton John avait du talent et écrivait de bonnes chansons. Et dès qu'il a arrêté la dope, il est devenu l'Elton John qu'on connaît. Parce qu'au niveau de l'image, je veux dire, on peut pas... celle de rocker défoncé est plus facile à promouvoir, à vendre ou à faire exister
que celle de repentants des narcotiques anonymes. Franchement, c'est moins excitant, quoi. Robbie Williams et Elton John sont donc des artistes fragiles, à fleur de peau, le terrain idéal pour se laisser tenter par la drogue. Robbie Williams, c'est un artiste compliqué, c'est encore quelqu'un qui a des gros problèmes de confiance en lui, un peu comme Amy Winehouse. Tu sais, c'est souvent des personnalités un peu compliquées, à la fois exhibitionnistes, mais qui ont des gros problèmes de confiance et donc qui se sont obligés de se montrer pour exister. Mais ils se sentent pas forcément mieux, donc il y a un vide, tu remplis ça avec la drogue, et puis c'est compliqué, tu as toujours la peur que le public ne va plus suivre. Donc quand tu as déjà des problèmes de confiance, c'est compliqué ce rapport avec le public. Ils sont nombreux à avoir gâché leur talent, ruiné leur carrière, détruit leur image. Alors pourquoi toutes ces stars se retrouvent-elles ainsi plongées dans l'enfer de la drogue et des addictions? Parfois, comme pour Amy Winehouse, certaines stars sont tombées amoureuses du mauvais garçon, comme Whitney Houston. Whitney Houston, c'est complètement fou, c'est la diva. En fait, c'est la première des divas américaines, Whitney Houston. S'il n'y avait pas eu de Whitney Houston, il n'y aurait pas de Rihanna et de Beyoncé aujourd'hui. C'est une chanteuse extraordinaire, avec une voix extraordinaire qu'on découvre au début des années 80, 83, 84. Elle va enchaîner tube sur tube, elle est belle, elle est sublime, elle a une voix incroyable. Voilà. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aucune raison, sauf une rencontre, une sale rencontre avec un rappeur qui s'appelle Bobby Brown, dont elle va tomber amoureuse, qui va devenir son mari et qui va l'entraîner tout doucement dans la drogue. Elle ne va pas résister. Comme a pu le faire Amy Winehouse, Whitney Houston, elle aussi, se ridiculise sur scène. Oh mon Dieu, on s'est cassé. Oh, on s'est fait chier comme des rats morts. Elle n'a pas réussi à sortir de désintox définitivement, à la replonger à chaque fois. C'est quelqu'un qui a un terrain addict. Il n'aurait jamais fallu qu'elle y touche. À partir du moment où elle y a touché, elle est tombée dedans et elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Alors au point qu'elle a tout perdu. Elle a perdu sa beauté, elle a perdu sa voix. Moi j'ai vu des photos de son intérieur, de sa maison, qui sont effrayantes. Elle vivait dans une porcherie. Les photos sorties en 2006, elles ont fait le tour du monde. On voit la maison de Whitney Houston. C'est une porcherie. Et là, on découvre que cette fille est complètement paumée. Elle n'est plus rien. Son visage fait peur, on dirait. Enfin, elle ressemble plus à Whitney Houston, quoi. C'est une espèce de vieille sorcière bouffée par la drogue et par l'alcool qui n'a plus rien à voir avec la sublime chanteuse des années 80. C'est aussi un coup de cœur, celui de Britney Spears pour Kevin Federline, qui va être la cause de sa descente aux enfers. Une descente aux enfers dont elle montrera tout. Kevin Federline, au moment où il rencontre Britney, c'est pas un artiste très important, c'est un danseur un peu raté, faut le dire. Hein. Son seul fait d'arme à ce moment-là, c'est une vague apparition dans un clip de Pink. Donc voilà, c'est pas un danseur reconnu, respecté dans le milieu, mais bon, lui il va avoir une formidable aubaine dans cette idylle avec Britney Spears. Et c'est au contact de ce garçon que malheureusement, elle va faire des bêtises. Elle va commencer à fumer de la marijuana, elle va commencer à prendre peut-être des extasies, de la cocaïne, et puis boire beaucoup d'alcool. On voit à partir de ce moment-là, lorsqu'elle fréquente ce garçon, que son comportement change énormément, son physique aussi, elle fait plus du tout attention à sa ligne, on voit qu'elle s'alimente n'importe comment, qu'elle prend du poids, qu'elle a une peau vilaine, pleine d'imperfections, qu'elle sort dans des tenues improbables dans la rue, qu'elle est pas soignée, qu'elle est pas maquillée, pas coiffée. Enfin, vraiment, ça tranche beaucoup avec l'image qu'on a de Britney qu'on avait jusque-là, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est inquiétant. Même pendant sa tournée, au moment où elle a rencontré ce garçon, elle va se mettre elle va accepter de signer une télé-réalité, alors qu'elle n'en avait absolument pas besoin. Et là, malheureusement, on va découvrir 24 heures sur 24 qu'il y a des images aujourd'hui dont elle doit avoir honte. I'm ugly. No. My jaw hurts. That doesn't mean you're ugly. On la voit dans sa chambre d'hôtel, avoir un comportement qui est pas très clean. Elle rote, elle pète, elle mange n'importe quoi, elle dit des gros mots, elle a l'air complètement défoncée. On voit bien qu'elle n'est pas du tout dans son état normal. Parfois, les parents poussent dans la mauvaise direction. Comme pour Drew Barrymore, une enfant star comme seul Hollywood sait en produire, qui après avoir joué dans E.T. deviendra alcoolique à 8 ans et toxicomane à 11 ans.
Drew Barrymore, en plus, sa famille vient du milieu du cinéma. Donc déjà, ce sont des gens qui étaient en contact avec ce milieu, avec malheureusement la drogue, tout ce qui circule. Le papa avait des problèmes d'alcool et elle est tombée dedans effectivement très très tôt, très très jeune. On a découvert qu'à l'âge de 11 ans, je crois qu'elle consommait déjà du cannabis, qu'elle avait déjà eu ses premières cuites. Elle est tombée dans la coke et dans l'héroïne avant 15 ans. Enfin, c'est assez dramatique, ouais. Et oui, c'est Lindsay Lohan qui sort une nouvelle fois d'un tribunal. Il faut dire que l'enfer de la drogue, elle connaît bien. Mais là aussi, les parents ne sont pas innocents. Le problème de Lindsay Lohan, c'est qu'encore une fois, elle a des parents qui sont totalement indignes. Alors, au moment où son succès éclate, explose, malheureusement, ses parents divorcent. Donc, ils vont se disputer sa garde. En réalité, ils vont tout faire pour essayer de mettre la main sur le magot de leur fille. Hein. C'est ça le vrai enjeu du divorce. La mère de Lindsay Lohan chante et son père joue dans des soaps. Et dès l'âge de 3 ans, elle tourne ses premières publicités. Élevée dans le star system, Lindsay Lohan n'a jamais eu de garde-fou et se croit tout permis. Les anecdotes les plus fameuses concernant Lindsay Lohan, ce sont ses premiers accidents de voiture en état d'ébriété, parce que malheureusement, elle conduit sous l'emprise de l'alcool et peut-être d'autres substances. C'est vrai que ça devient un running gag jusqu'à ce qu'il y ait un moment où la justice se dise qu'on ne peut plus laisser cette fille prendre un volant et elle va se retrouver devant les tribunaux à devoir se justifier sur le fait qu'elle conduit sous l'emprise de substances illicites, et elle va faire de la prison. Elle va devoir verser d'importantes amendes et on va lui retirer son permis de conduire. Et ben ça l'empêche pas de continuer à conduire. Elle va encore persévérer et là la justice va se fâcher très très fort. L'accusé est condamné à 30 jours de prison pour cause de conduite en état d'ivresse, 30 jours pour récidive et 30 jours pour sa seconde récidive, soit 90 jours de prison. La Cour ordonne aussi que Mademoiselle Lohan soit suivie par le docteur Sherman. Et ce parce que 2 jours après sa sortie de prison, elle sera obligée à une période de probation et condamnée à passer 30 jours en internement dans un centre de désintoxication spécialisé. L'accusé doit se rendre à la police dès maintenant. Peut-on avoir 15 jours de délai? Sous assignation à résidence jusqu'à ce qu'elle se rende à la police. Ok. Et malheureusement, Lindsay Lohan entre dans cette spirale infernale où elle se sent incomprise, elle se sent persécutée par la justice, et sa réponse à chaque fois, c'est d'aller encore plus loin dans la trachitude, encore plus loin dans les excès, encore plus loin dans la consommation d'alcool, de drogue, etc. On l'a vu dans des états épouvantables. Et encore très très récemment, elle a été surprise dans la rue par des paparazzis. Et il existe des images et même des vidéos d'elle en pleine rue, assise sur le trottoir, en train de dealer de la cam avec un dealer.